Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Sébastien Marot pour une conférence qui s'intitule « Prendre la clé des champs, agriculture et architecture ». Donc, ce titre est la traduction de « Taking the Countryside, Agriculture and Architecture », qui est une recherche-exposition menée par Sébastien Marot en 2019 à l'occasion de la Triennale de Lisbonne. Donc il s'agit d'une nouvelle conférence mensuelle de l'école de Versailles ce soir. Donc, tous les mois, nous accueillons un conférencier ou une conférencière à venir nous parler de ses recherches, de ses productions, de ses préoccupations dans le cadre des sujets triennaux de l'école. Et un des questionnements actuels donc, portés par les enseignants et les chercheurs de l'école s'intitule « Milieu, ruralité et métropole ». Et je crois que le travail de Sébastien Marot est extrêmement éclairant pour ce sujet, qui a pour ambition de proposer entre autres une relecture de la dialectique ville-campagne. Alors Sébastien Marot est philosophe de formation, enseignant et chercheur en architecture. Ses recherches et publications sur l'architecture et le paysage lui ont valu de nombreuses récompenses, comme la médaille de l'enseignement et de la recherche de l'Académie d'architecture en 2020. Sébastien Marot est actuellement professeur à l'ENSA de la ville et des territoires de Paris-Est, donc à Marne-la-Vallée. Il est professeur invité à l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il a été aussi enseignant dans plusieurs autres écoles et notamment professeur invité à l'Université de Harvard pendant 10 ans. Il enseigne l'histoire et la théorie de l'environnement et travaille avec ses étudiants sur les problématiques environnementales liées à l'architecture et au paysage. Donc voilà, Sébastien a fondé une revue d'architecture qui s'appelle Marne, qui est la revue annuelle de l'école d'architecture de Paris-Est, dont il est le co-directeur. C'est une revue qui propose entre autres de traduire des textes inédits en français. Donc on y trouve par exemple des traductions de David Holmgren, le cofondateur de la permaculture. Et il est aussi l'auteur donc, de nombreux ouvrages comme Agriculture and Architecture Taking the Countryside, qui est le catalogue de l'exposition dont il va nous parler ce soir, Fireplace, ou Foyer en français, qui est un des chapitres de la recherche-exposition Elements of Architecture de la Biennale de Venise de 2014 avec Rem Koolhaas, Amo et Harvard, mais encore The City in the City, Berlin, a Green Archipelago, L'art et la mémoire, le territoire et l'architecture en 2010. Et il a traduit également des livres, comme par exemple l'ouvrage qui s'appelle De la nécessité des ruines et autres sujets de John Brinkerhoff Jackson. Donc voilà. Donc Sébastien travaille depuis plusieurs années sur les questions environnementales, sur l'histoire et la théorie de l'environnement. Ce travail sur ce travail qu'on va écouter, donc cette exposition, ce travail sur l'histoire parallèle de l'architecture et de l'agriculture qui va nous présenter ce soir, est une véritable relecture et réécriture de l'histoire de notre discipline. Si. En fait, elle nous permet même de voir l'architecture comme on l'a rarement vue. Et je pense que c'est un nouveau cadre qui nous donne les outils pour penser et agir face aux enjeux et défis actuels. Car en effet, à l'heure où l'architecture et l'agriculture sont considérées comme parmi les principales responsables du réchauffement climatique, une réflexion historique et critique de leurs relations est précieuse et indispensable. Merci Sébastien, et je te laisse la parole. Merci beaucoup Alice pour cette invitation. Alors je sais que pendant la grande parenthèse Covid, il m'est arrivé d'intervenir sur ce sujet même à l'invitation de certains de vos enseignants, donc je m'excuse auprès de ceux qui auraient pu déjà entendre mon propos sur cette question des rapports entre l'agriculture et l'architecture. Et ça, je suis devenu un petit peu un voyageur de commerce depuis sur cette question. Donc, bon, en gros, comme Alice vous l'a dit, moi, ça fait en fait maintenant, je me rends compte, pratiquement 15 ans, que, disons, l'essentiel de ce que j'enseigne, c'est pas la seule chose, mais disons, c'est quand même l'axe principal de ce que j'enseigne dans les écoles d'architecture où je suis invité à intervenir,
c'est sur l'histoire, disons, et la théorie de l'environnement. Au départ, ça fait 15-16 ans, depuis que je suis rentré des États-Unis, où j'avais passé quelques années, en 2000, je crois que c'était en 2006, j'étais revenu avec l'idée que on ne pouvait pas ne pas enseigner dans les écoles d'architecture l'histoire et la théorie de l'environnement. Élargir, au fond, les histoires et les théories qu'on enseigne, disons, traditionnellement dans les écoles d'architecture, qui sont l'histoire et la théorie de l'architecture et de l'urbanisme, disons, voire du paysage, comme on s'y emploie depuis un certain temps dans les écoles, mais qu'il fallait réencastrer en quelque sorte ces questions, au moins faire cet effort, dans l'histoire de l'environnement, plus largement encore, l'histoire des ressources, l'histoire de l'énergie, l'histoire, au fond, des transformations successives que des sociétés humaines ont pu apporter aux territoires dans lesquels ils vivent. Voilà, et c'est dans ce cadre que j'ai convaincu l'école dans laquelle j'enseignais qu'il fallait faire un cours d'histoire de l'environnement dès la première année, en propédeutique, quoi, comme ça. Et depuis, c'est ce que j'ai fait. L'idée, si vous voulez, c'est de dire, c'était la conviction que j'ai essayé de partager le plus en plus et que je partage de plus en plus avec de plus en plus de monde, quoi, qui est que ces grandes préoccupations environnementales, le changement climatique évidemment, qui est maintenant la préoccupation vedette, mais l'effondrement de la biodiversité, l'érosion des sols, les problèmes de raréfaction d'eau potable, d'eau douce, bref, you name it. Toutes ces questions étaient de nature à transformer radicalement à peu près toutes les disciplines maintenant, quoi. Transformer absolument tout, et en particulier les disciplines de projet. Donc partout où j'intervenais, comme tu disais dans le cadre des recherches menées à Meaux chez Aroma, là aussi, l'axe de mon intérêt, c'était l'histoire de l'environnement, en l'occurrence l'histoire de l'énergie aussi, les problématiques énergétiques. Et du coup, c'est ce qui avait amené REM à me demander de regarder ce petit sujet particulier, d'un élément particulier, à savoir la cheminée ou le foyer, qui présentait cette particularité d'être un élément qui a plus ou moins disparu, au profit d'une arborescence de plomberie, de toutes sortes de choses. Donc c'était amusant de réfléchir là-dessus. Depuis, OMA, comme le savent bien Alice et Clément, s'étaient engagés avec vous dans cette recherche sur la campagne, et donc comme j'enseignais aux étudiants qui préparaient cette recherche, eh ben, je m'y suis aussi plongé d'une certaine manière pour essayer d'accompagner la réflexion des étudiants là-dessus. Et puis, à ce moment-là, Éric Lapierre, mon collègue de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, nous a proposé à l'équipe, comme ça, une équipe qui tournait autour de son master, de participer, de candidater au commissariat de la Triennale de Lisbonne, Triennale d'architecture de Lisbonne. Ok, bon, alors on a présenté sa candidature, puis elle a été prise, sa candidature, ce qui était une nouvelle plus ou moins bonne, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Et l'idée d'Éric, c'était de dire, ok, on va interroger la rationalité de l'architecture aujourd'hui. En gros, c'était ça, la rationalité de l'architecture, le rationalisme en architecture aujourd'hui. Compte tenu des intérêts, de cet intérêt pour l'histoire de l'environnement, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour interroger à ma façon, ou contribuer à cette réflexion sur la rationalité des pratiques architecturales aujourd'hui, que d'aller regarder un peu l'évolution de la rationalité d'une autre discipline tout à fait voisine, ou d'un autre champ de pratique, qui s'appelle donc l'agriculture, dont les rationalités ont fait l'objet d'une assez grosse évolution au cours du dernier siècle et même des dernières décennies,
et une évolution qui a été l'objet de critiques assez fondamentales, de remise en cause assez fondamentale de cette rationalité. Et je me disais, ce serait intéressant de regarder le parallèle entre agriculture et architecture de ce point de vue, et se demander si, parce qu'au fond, la rationalité, une rationalité, elle dépend de l'état du monde dans lequel on opère. Vous voyez ? Et rationnel, ça n'est pas un truc qui veut dire quelque chose en soi. Vous voyez ? Ça dépend ce qu'on veut, ça dépend de l'état du monde qu'on est censé améliorer, quoi. En gros, ou gérer, ou transmettre, ou tout ça. Donc je me suis dit, ce serait amusant de se prendre, je devais faire une exposition dans un lieu assez grand, de prendre cette occasion pour explorer cette question. Ah. D'accord. C'est mieux ? Ce sera mieux là ? Ok. Et comme j'étais plus ou moins satisfait de la façon dont l'expo les directions que prenait l'expo de Colas, je me disais, ce serait l'occasion, cette expo qui devait ouvrir à peu près exactement au même moment que la sienne, d'en faire une sorte, ce que j'appelais une note de bas de page transatlantique. Vous voyez, une sorte de petite d'exposition annexe, en quelque sorte. En fait, la note de bas de page, à cause de l'agenda, etc., est arrivée 6 mois avant l'ouvrage majeur. Et du coup, voilà. Donc, une question que je voulais aborder, j'ai l'habitude de le résumer un tout petit peu comme ça, de dire qu'on est tous aujourd'hui, normalement, schizophrène, ou dans une espèce de dissonance cognitive. Que je résume comme ça, je dis n'importe qui se prend la peine de se renseigner un tout petit peu aujourd'hui, il est confronté à une situation ultra perturbante. Qui est que d'un côté, quand on se tourne vers l'histoire, au fond, des sociétés humaines, en tout cas de ce côté-ci du monde, mais même du monde entier maintenant, on a le sentiment que l'urbanisation progressive du monde est un processus qui a cessé de croître, que c'est un processus qui est inévitable et qu'il est le sens de l'histoire, en gros. Toutes les statistiques les plus officielles des Nations Unies, par exemple, vous disent on a passé il y a quelques années les 50% d'urbains, en 2050 on sera 75% d'urbains, etc. Bref, que l'urbanisation du monde, c'est la manifest destiny de l'humanité, en gros. Et puis en même temps, quand on sonde un tout petit peu l'avenir, alors je sais bien que c'est pas facile de sonder l'avenir, mais quand on le sonde en tout cas à l'aune des grandes préoccupations environnementales que j'ai nommées, comme le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc., alors je ne crois pas qu'on puisse se défendre du sentiment que cette même urbanisation est improbable, est impossible, et serait une sorte de fin de l'histoire, quoi. Alors, tout le monde ne partage pas forcément mon avis. Moi, c'est le profond sentiment que j'ai. Et du coup, la question, c'est comment penser, comment aborder une situation, la nôtre, collectivement, qui semble être à la fois inévitable et impossible. Mais c'est très compliqué, un truc qui est à la fois inévitable et impossible. Voilà. Et je la résume souvent, cette situation, je l'adore par cette photographie de Joël Sternfeld, comme ça, qui résume à sa manière, mais bien avant que cette phrase ait été prononcée, celle que Jacques Chirac avait prononcée au congrès de Kyoto sur l'environnement, etc., qui avait été écrite pour lui en tout cas, où il disait « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et j'aime beaucoup cette image, vous voyez, on voit effectivement une maison qui brûle à l'arrière-plan, comme ça, et puis au premier plan, une espèce de farmer's market, là, comme ça, avec des citrouilles, ça doit être à Halloween, comme ça. Puis vous avez les pompiers chargés d'éteindre l'incendie qui sont là à ramasser cette espèce. Bon. Donc des situations respectives de l'agriculture et de l'architecture un peu déplorables dans lesquelles on se trouve. Okay. Donc l'idée, c'est d'examiner, au fond, historiquement, aussi. Ah oui, parce que ça, c'est un truc. C'est que l'histoire,
moi j'enseigne l'histoire, je suis prof d'histoire de l'archi au départ. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est, au fond, d'aller chercher dans le passé des leçons qui pourraient nous être utiles. Ou alors, je ne vois pas hyper l'intérêt, quoi. Voyez, donc c'est bon pour réfléchir, c'est bon pour... ça donne des alternatives à ce qui se passe aujourd'hui, ça nous fait comprendre, etc. Alors ce que je dis toujours aux étudiants pour leur vendre le fait que l'histoire c'est intéressant, c'est de leur dire, au fond, quand vous conduisez une bagnole, vous êtes tous à l'âge où on a passé le permis, où on va le passer, etc., vous savez bien que ça consiste en gros à être assis à côté d'un ou d'une emmerdeuse qui vous dit oublie pas de regarder dans le rétroviseur. Et l'idée, il pourrait bien qu'ils n'aient pas tout à fait tort, évidemment que vous devez regarder à travers le pare-brise, ça donne des informations absolument indispensables pour savoir où vous allez, qu'est-ce qui se passe, mais que le rétroviseur vous donne des informations complémentaires sur la dynamique dans laquelle vous vous trouvez, sur des processus qui pourraient vous rattraper, que vous avez, etc., qui pourraient passer devant vous, voyez, etc. Donc, le rétroviseur, c'est important. Sur toutes ces questions d'environnement, j'aime beaucoup le livre d'un vulgarisateur américain de problématiques scientifiques qui s'appelle Charles Mann et dont un des derniers bouquins s'appelait comme ça « Le magicien et le prophète ». Le magicien et le prophète, c'est un bouquin qui est consacré à deux très grandes figures du XXe siècle, mais qui pourtant sont à peu près inconnues de tout le monde. Elles ont une importance très forte. Le magicien, c'est celui que vous voyez en haut, c'est Norman Borlaug. Norman Borlaug, c'est un agronome qui a été la cheville ouvrière d'un très gros programme financé par des très grosses institutions, qui c'est la Fondation Ford et la Fondation Rockefeller, pendant et au lendemain de la guerre, et qu'on a appelé, tous ces travaux, qui ont été à la base de ce qu'on a appelé la Révolution verte, the Green Revolution. La Révolution verte, ça a consisté, au fond, à accélérer la recherche en agronomie, vers, vous savez, des cultivars de plus en plus efficaces, qui résistent à la fois aux inondations, qui résistent aux sécheresses, qui mettent toute l'énergie dans le grain et pas dans l'épi, etc. etc. Et bon. Donc ils sont partis au Mexique faire comme ça de la sélection génétique, en réalité, pas comme le font les gens aujourd'hui en OGM, mais en faisant des plantations, en remontant, vous savez, sur les couches climatiques pour aller plus vite, vous voyez, pour trouver des cultivars qui soient bien, et à exporter toutes ces innovations, vous voyez, toute cette, au fond, agriculture industrialisée, vous voyez, de l'exporter dans le monde entier. D'accord, la Révolution verte, ça a consisté à exporter dans le tiers-monde, comme on disait, ou dans le quart-monde, etc., une agriculture ultra efficace, très monoculturelle en général, super productive, etc., dans le monde entier pour sauver le monde de la faim, etc. Ok. Donc c'est, au fond, ils les appellent les magiciens, ou le magicien. Les magiciens, en face des problèmes, des grands problèmes comme les problèmes environnementaux, c'est ceux qui pensent, en gros, que la solution est dans une sorte de fuite en avant technologique. Je dis moi qui dis fuite en avant, je ne dirais pas ça. Je dirais ça consiste, si vous voulez, à repousser les limites des possibilités actuelles, les limites de la biosphère, d'une certaine façon, grâce à la créativité, etc. Bon. Donc c'est une foi dans le progrès technique qui souvent considère d'ailleurs qu'il n'y a qu'une nouvelle révolution industrielle qui va pouvoir nous sauver des désagréments de la précédente. C'est pour ça que je l'appelle la fuite en avant. C'est-à-dire, en gros, vous voyez, il n'y a qu'un progrès supplémentaire, une technicité supplémentaire qui peut résoudre les problèmes précédents. Puis en face de ça, il y a le prophète. Alors le prophète, en l'occurrence, c'est William Vogt. C'est un type qui publie en 1947 un bouquin qui s'appelle The Road
the road to survival, vers la survie, quoi. Et les prophètes, c'est plutôt, donc c'est un des premiers, disons, environnementalistes au sens moderne du terme, qui était un ornithologue amateur et qui s'est intéressé aussi à l'agronomie. Vous savez que il avait été envoyé, lui, sur les îles Chincha, sur la côte pacifique du Pérou, pour examiner, faire des recherches sur pourquoi les oiseaux marins faisaient moins de guano, quoi. Ils chiaient moins sur ces îles, qui sont des sortes de monticules d'engrais azotés, qui étaient hyper importants avant qu'on généralise le système industriel qui permet de faire des éclairs et de faire des engrais artificiels à partir de l'ammoniac. Donc, en gros, William Vogt, c'est une image du prophète qui dit plutôt que de repousser sans arrêt les limites grâce à des inventions techniques, etc., dont on finira par le payer, qui repoussent les limites de la planète, mais qui ne vont faire, qui n'auront pour résultat à la fin de faire que ces limites s'imposeront d'autant plus violemment. Vous aurez poussé sur la limite, puis le retour de bâton sera encore pire. C'est des gens qui disent qu'il faut que les sociétés humaines apprennent à vivre, au fond, en bonne intelligence, avec ces limites, et à l'intérieur de ces limites. Et c'est un point de vue, disons, partagé assez largement par un grand nombre d'environnementalistes aujourd'hui. Okay. Moi, de mon bureau à l'EPFL, j'avais ça pendant 2-3 ans. Pendant que je préparais l'exposition, j'avais ça sous mes fenêtres. Et en face, c'est le bâtiment des nanotechnologies. Et donc, vous avez ça c'est vraiment l'expression des magiciens. Hein, s'inspirer de la nature pour mieux faire des robots qui vont être encore plus efficaces, éventuellement, qu'elles, qui vont... voyez, et moi, évidemment, je m'étais dit, dans son bouquin, Mann renvoie ces deux philosophies un peu dos à dos, comme étant condamnées à se corriger mutuellement. Vous voyez ? Donc il prend un côté, il a une position très aristotélicienne, de se mettre entre les deux, le juste milieu entre ces trucs. Moi, j'avais envie de défendre un peu les prophètes dans cette affaire, et donc m'intéresser davantage à des gens qui, dans le champ de l'agriculture, justement, ont formulé des alternatives à l'agriculture, disons, industrielle, et qui, l'agroécologie, la permaculture, et qui ont essayé de formuler les principes d'une rationalité différente, quoi, en gros. Et de considérer à nouveau l'agriculture comme un art, d'une certaine façon. Alors voilà, nous on n'avait pas le Guggenheim, on avait un gigantesque parking aveugle de 2200 mètres carrés, où sont les expositions traditionnellement au centre culturel de Belém, à Lisbonne. Et puis un parking, il a un plan un peu basilical, avec ces deux rangées de colonnes centrales. Et donc on l'a un peu utilisé comme ça, ce vaste endroit. Dans la nef, au centre, on a mis toute une série de panneaux évoquant des épisodes, à notre avis, très inspirants et intéressants quand on se pose la question des rapports entre agriculture et architecture aujourd'hui. Tout ça, c'était arrangé thématiquement. La première ligne, c'était agriculture et architecture. Deuxième, agriculture et urbanisme. Troisième, de l'agronomie à l'agroécologie. Quatrième, exit urbs, on l'avait appelé. C'est l'histoire des mouvements, au fond, back to the land. Il n'y en a pas eu que dans les années 70, des gens qui font des retours à la nature. Il y a eu des tas de retours à la nature et des tas d'histoires, de moments d'effondrement urbain dans l'histoire, dont une grosse partie de ce qu'on appelle le Moyen-Âge est un bon exemple, et qui est souvent un truc qu'on ne regarde pas trop, quoi, voyez, dont on serait sorti enfin avec la Renaissance, avec tout ça, et dont on pense qu'il est aussi riche d'enseignements pour notre époque, qui peut-être est à l'aube d'un nouveau Moyen-Âge. Et puis, tout ça aboutissait... alors la cinquième, c'était sur les grandes préoccupations environnementales, disons, des années 70, telles qu'elles ont été instruites dans les années 60-70, contexte dans lequel la permaculture a été proposée comme une rationalité alternative. Et puis, le dernier, c'était sur, en gros,
qu'est-ce qu'on peut en retenir, nous autres architectes, de cette approche différente de la rationalité disciplinaire. Et puis tout ça conduisait à un chœur, comme dans une basilique ou une église. Et dans le chœur, on avait essayé de représenter, vous le verrez, 4 récits différents sur les formes que pourrait prendre la dialectique entre ville et campagne, agriculture et architecture, maintenant, demain, en ce moment. Vous voyez, donc c'était plus prospectif, disons. Là, on était dans le pare-brise. On essayait de regarder dans le pare-brise, un peu. Donc et puis voilà. Et puis donc voilà, l'expo, ça se présentait comme ça, en gros, dans ce parking. Voilà, nos séries de panneaux, c'était assez roboratif. Il y avait pas mal, beaucoup à manger là-dedans. Ça, c'était à Lisbonne. Ça, c'était ensuite à Lausanne, où on la réduisait à 600 mètres carrés ensuite. Et puis sur le côté, on avait fait une espèce de vaste timeline comme ça pour aider les visiteurs à situer tous ces différents moments qu'on abordait dans les panneaux dans la continuité, au fond, ou dans les continuités historiques et repérer finalement le jeu de ces différentes dynamiques de l'histoire des techniques, de l'histoire de l'agriculture, de l'histoire de l'urbanisme, etc. Bon, là-dedans. Alors c'est un exercice assez difficile, un peu culotté aussi, parce que vous vous exposez à des cris. Vous êtes obligé de choisir. Alors elle est plutôt occidentale, par exemple, notre frise, parce qu'on ne maîtrise pas très bien plein d'autres choses. Voilà, c'est les limites un peu de l'exercice, mais qu'on avait décidé d'assumer. Et voilà, donc ça, c'était le truc un peu pédagogique, disons, de cette affaire. Alors je la parcours juste pour dire, évidemment, à la base de cette histoire-là, il y a l'idée que, même si c'est plus compliqué que ça, qu'en gros, l'agriculture et l'architecture, c'est des sœurs jumelles, historiquement, en gros. En gros, l'agriculture et l'architecture, elles apparaissent en même temps au cours de ce qu'on a appelé le néolithique. D'accord ? Le néolithique, qui est traditionnellement défini comme la période où eh bien, des sociétés humaines commencent à piloter des convertisseurs énergétiques, animaux ou végétaux, etc. Et aussi, du coup, à devenir sédentaires. Alors, vous avez d'autres historiens qui disent non, ils deviennent d'abord sédentaires dans des territoires qui leur offrent la possibilité de ne pas courir partout. Du coup, ils entrent en très grande intelligence avec le territoire qu'ils fréquentent énormément, et du coup, ils se mettent à faire de l'agriculture. Bon, peu importe, on n'entre pas dans ce débat. On va juste retenir qu'il y a une espèce de cercle comme ça, autocatalytique, entre ces deux phases que représente la sédentarité et la domestication des animaux. La domestication des animaux et des plantes d'un côté, et la domestication des humains sur des territoires dans lesquels ils vont entrer de plus en plus avec lesquels ils vont entrer en coévolution, en gros. Alors, le dernier livre de David Graeber et de David Wengrow montre que ça peut prendre plein de formes différentes, que tout ça, c'est pas une histoire unique, que des tas de chasseurs-cueilleurs ont pu être de façon saisonnière des architectes ou des cultivateurs aussi, etc. Et c'est passionnant. Mais enfin, en gros, vous avez une vaste période au cours de laquelle ce cercle autocatalytique entre architecture et agriculture se généralise. L'apparition des villes, aussi des grosses villes, à partir des foyers, disons, du néolithique, elle correspond souvent à une autre révolution agricole liée, par exemple, à la gestion de gros systèmes d'irrigation, dont certains historiens ont fait les causes, vous voyez, de l'urbanisme, hein, de la méga-machine urbaine, etc., etc. Voilà, donc la révolution urbaine, bref. Vous voyez, on s'amusait comme ça à faire l'histoire, en gros, vous proposez, disons, une histoire très simplifiée, très caricaturale de ces différentes choses, de la complexification
des sociétés, depuis les bandes, les tribus, les je sais pas quoi, les États, les empires, etc. Et puis, évidemment, bref, vous avez compris l'affaire, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, ce serait trop long. En gros, c'est mon cours d'histoire de l'environnement en première année des élèves d'architecture qui est installé sur le mur de cette exposition. Les différentes phases de la révolution industrielle, la façon dont elles ont changé les pratiques de construction d'une part, puis ensuite d'ailleurs les pratiques de culture et d'élevage, la révolution énergétique et de transport que ça représente, etc., 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 jusqu'à la grande accélération d'aujourd'hui où on consomme plus de tout, en gros, et qui amène aux grandes questions qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont instruites depuis les années 70 par tout un tas de gens passionnants, et qu'on peut résumer, c'est ce qu'on proposait de la façon suivante, au milieu, vous voyez, l'urbanisation croissante du monde, avec son pape au-dessus, Rem Koolhaas, grand chantre de la densité urbaine, environné par une série de problèmes. En bas, là, à la fois le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Ici, l'érosion des sols. Ici, le dessèchement de territoires entiers. Et puis ici, tout un tas de questions qui sont liées à l'épuisement annoncé d'un certain, déjà atteint, d'un certain nombre de ressources énergétiques, mais pas seulement, aussi de métaux, aussi de terres rares, bref, de toutes sortes de trucs qui sont absolument essentiels à la révolution industrielle dans laquelle nous sommes et qui, à partir desquelles elle fonctionne, quoi, en gros. Y compris dans ces industries de transition ou ces industries de numérique dans lesquelles on place énormément d'espoir, dans lesquelles les magiciens placent énormément d'espoir. Bon, voilà, ok. Donc, on s'est intéressé à tout ça. Alors, je vais juste... D'habitude, quand je fais un bouquin, j'en fais pas souvent, des bouquins, je fais assez peu, je suis très lent à ça. Je fais souvent des conférences avant. Beaucoup de conférences comme ça, et puis qui me permettent de tester le truc, la construction, l'architecture du truc. Et puis ensuite, on fait un bouquin. Ici, on a fait une expo. Et ça fait réfléchir autrement, une expo. C'est-à-dire que c'est une réflexion que vous spatialisez, qui est immédiatement spatiale. D'accord ? C'est pour ça que je vous ai parlé du plan, tout ça, parce que c'est un truc qui est arrivé assez vite, et puis en fonction, en plus du lieu, alors c'est un peu standard, un grand rectangle, quoi, en gros. Mais c'est spatial. Alors c'est très difficile. C'est pas une réflexion qui a été développée, disons, comme un argument linéaire. C'est une réflexion qui a été développée comme une sorte de kaléidoscope de choses qui sont mises en présence et en tension, et à l'intérieur desquelles il y a plein de lignes de récits, comme vous le verrez. Mais, donc la seule chose que je peux faire, c'est prendre un panneau ici ou là. Alors je change, de temps en temps, je prends un autre. Donc les conférences viennent après, et je cours derrière, en fait, le truc. Alors, je montre toujours ce panneau-là, qui est ce que les rhéteurs antiques appelaient la captatio benevolentiae. Vous savez que dans tous les avocats, la première phase d'un discours consistait à capter la bienveillance de son auditoire, à s'arranger. Bon. Et là, c'est ce panneau dont je me sers pour capter la bienveillance des architectes. Pourquoi aller regarder les rapports entre agriculture et architecture ? Le temple dorique. Le temple dorique, on le prend comme un truc, là tout le monde est d'accord, en tout cas dans la tradition occidentale, que ça c'est sûrement de l'architecture. Ça c'est de l'architecture à fond la caisse, etc. Et puis la vieille, tout ce que vous avez sans doute appris d'ailleurs peut-être à l'école, c'est qu'est-ce que ça représente un temple dorique. Pourquoi c'est comme ça un temple dorique? Pourquoi? Parce qu'après tout on en a vu plein, donc nous on s'étonne même plus. Mais pourquoi ça ressemble à ça, un périptère avec machin, des colonnes, etc. Et la thèse qui court de Vitruve jusqu'à Choisy, c'est de dire en gros, hein, si je simplifie, un temple, et en particulier un temple dorique, c'est la transposition minérale, en pierre donc, d'un édifice public qui devait être celui du démos avant, des villages qui étaient généralement en bois. Donc voilà,
les colonnes viennent des troncs d'arbres utilisés pour le machin. Et puis la frise du temple dorique, dont vous savez qu'elle alterne les métopes, les vides et les triglyphes, ces petites incisions là à trois, c'est au fond la coupe elle est censée représenter un plancher d'un étage qui se trouverait au-dessus, les triglyphes représentant les abouts de poutres. Hein, c'est ce qu'explique Vitruve ici. Bon, ok. Il y a une quarantaine d'années, il y a un architecte allemand qui s'appelle Georg Peschken qui a contesté, qui a proposé une interprétation alternative de l'iconographie du temple dorique, en disant quand même, les temples, et le temple dorique en particulier, ils ressemblent affreusement, énormément, à une typologie qui était répandue absolument partout, de la Galice jusqu'à l'Ukraine, et on en a plein d'images absolument partout, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à après. Ils ressemblent beaucoup au grenier à grains. Et le grenier à grains, c'est un programme fonctionnel très simple. C'est d'abord super important à partir du néolithique. On pourrait dire que c'est la banque centrale de n'importe quelle société. À ce moment-là, c'est ce qui lui permet de voir venir. C'est bon. Et le grenier à grains, d'abord, il faut qu'il soit mis hors de l'eau. Il faut qu'il soit, soulevé hors d'atteinte des rongeurs et des machins. Donc, oui, il y a des colonnes. Et puis ensuite, il y a des chapiteaux. Parce que les chapiteaux, il faut qu'ils interdisent, par exemple, aux souris de grimper pour bouffer le grain. Et ils peuvent le faire par gravité, comme le chapiteau dorique, ici. Mais ils peuvent le faire aussi avec d'autres techniques très très avérées, qui consistent à foutre un linge entre le poteau et le truc qui se trouve au-dessus, et le grenier, et puis de foutre des répulsifs dedans. Donc peut-être que l'Ionien aussi, il se souvient de cette façon d'éviter. C'est un pest control device. Oui. Et puis enfin, si vous n'êtes pas qu'architecte, vous savez peut-être que l'acanthe, dans le corinthien, l'acanthe est un répulsif très connu. Oui. Donc en gros, vous auriez 3 manières différentes d'éviter ces trucs. Et puis enfin, il y a une autre chose qui est absolument capitale dans un grenier à grains, c'est de le ventiler. Vous voyez ? Oui. Il faut le ventiler et sans ouvrir trop les trucs pour pas que la flotte pénètre, donc il y a, etc. Du coup, vous voyez, il dit, le triglyphe, ça pourrait fort bien être une fenêtre de ventilation. Vous voyez ? Une grille, littéralement, de ventilation. Je trouve ça hyper convaincant. Alors ça ne veut pas dire que vous allez choisir une interprétation plutôt que l'autre, peut-être qu'elles finissent évidemment par fusionner ces deux genres de choses, mais écarter d'emblée ce parallèle avec ce programme du grenier à grains, qui pouvait lui être en bois, etc. Alors vous me direz, ok, mais le temple, c'est pas un grenier à grains. Et vous avez raison, mais c'est justement le point. C'est marrant de constater que c'est à peu près à partir du 6e siècle avant notre ère, 5e siècle, la grande période classique, que la Grèce choisit, au fond, de devenir internationale, c'est-à-dire de dépendre de régions très éloignées pour des ressources principales et de spécialiser sa propre agriculture dans l'olivier et la vigne. Vous voyez ? Et donc c'est au moment même où finalement cette société cesse d'être indépendante, autonome, etc., qu'elle va se mettre à sublimer ses valeurs quasi religieusement dans un temple qui n'est pas un grenier. Ouais. Donc vous voyez, on fait des petits pas. Alors oui, tous les panneaux avaient un dos sur lesquels on mettait des images qui pouvaient résonner avec ça. Et par exemple, les silos à grains que Le Corbusier, ou Gropius même un peu avant lui, considérait comme les modèles de l'architecture contemporaine. Donc ce rapport entre agriculture et architecture subsiste même quelque part là. Dans la deuxième série, j'ai pris quelques panneaux. Vous avez tous appris, j'imagine déjà, comment étaient fondées les villes romaines.
voyez, avec le Cardo et le Decumanus, le Templum, comment on traçait à la charrue le Pomerium, les limites de la ville, etc. Mais il y a un rite qui n'est pas souvent mentionné, je ne sais pas si on vous en a parlé, qui était aussi le rite du Mundus. Et quand je dis les villes romaines, dans beaucoup de villes, en Afrique, dans beaucoup d'autres régions, on retrouve ce même rite du Mundus, c'est-à-dire du monde. Ça consistait à creuser une fosse, quelque part dans la ville, où tous les colons, si c'était une ville de colonisation, jetaient des poignées de terre de leur contrée d'origine. Donc c'était une sorte de melting pot, voyez, qui se trouvait là. Et puis comme chaque rite de fondation était un rite de refondation, les années suivantes, ils apportaient des fruits de leurs champs autour, voyez, de la ville. Alors c'est intéressant ça, parce que ça veut dire qu'au milieu de chaque ville, une ville, c'était pas juste un plan défini par le Cardo et le Decumanus, il y avait l'amorce avec le Mundus d'une sorte d'axe vertical. Une ville, c'est un volume, quelque part, en tout cas. Bon. Alors ça me plaît beaucoup, parce que là, vous voyez très mal un petit Mundus en haut de cette image-là, romain. Et puis, si vous vous mettez à délirer un peu à partir de cette idée, vous vous dites, ok, la Piazza del Campo à Sienne, voyez, c'est quoi? Cette magnifique place qui ressemble à une conque, un coquillage comme ça, divisé en 9 segments qui représentent chacun les 9 quartiers de la ville, mais qui sont organisés comme des champs, voyez, avec des drains qui les délimitent eux-mêmes. Il y a la fontaine de Gaïa qui est créée au même moment que la place au XIVe siècle, ici. Et puis vous avez, vous avez un petit bassin versant, en gros. Vous avez une place qui est composée comme un bassin versant, vous voyez, et qui est là, je pense, à l'évident, en tout cas subliminalement, comme une sorte de représentation du paysage, vous voyez, dont la ville est le collecteur, quelque part. Donc au centre de la ville, vous avez un grand espace public qui est en même temps une maquette, une miniature du territoire dans lequel, alors évidemment emblématique, et pas du territoire dans lequel la ville se trouve. Et puis, si vous regardez Central Park, là vous avez déjà, alors là on est pendant la révolution industrielle, on est même, vous voyez, au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, on a ici une autre sorte de mundus qui est mis au cœur de la ville, qui n'est pas juste le territoire de la ville de Manhattan ou de New York, qui est une image, au fond, de la nature, de la wilderness quelque part, ou du grand paysage de l'Amérique, quoi. Donc vous avez un très grand agrandissement de l'idée de monde. Au départ, c'est le monde local. Maintenant, c'est le monde, vous voyez, dans lequel vous installez. Et puis, j'aime beaucoup, si vous prenez la ville du globe captif, vous voyez, qui quelque part attrape le sens profond de New York, bah là c'est carrément un globe qui prend la place c'est maintenant plus un monde, c'est le monde, vous voyez, qui est qui est au cœur de la métropole globale, vous voyez, qui est là. Donc on passe des mondes à un monde. Une autre que j'aime aussi beaucoup, c'est un physiocrate du début du 19e qui s'appelle Johann von Thünen et qui donne un modèle de ce qu'il appelle l'état isolé. Il suppose une espèce de plaine, de territoire sans trait particulier, vous voyez, tout plat. Et il dit, une société agrarienne, comme à l'époque c'était encore le cas, elle aura tendance à s'organiser comme ça, une ville au centre, et puis des cercles concentriques qui seront occupés en fonction du poids, donc qui représente un gradient qui va de ce qui demande le plus d'attention, comme par exemple le maraîchage qui demande beaucoup de travail et d'attention, mais aussi les produits périssables, le lait, tout ça devrait être juste à côté. Et puis juste après, il dit, c'est du bois. Du bois parce qu'à l'époque, l'énergie c'est le bois pour le chauffage, etc., pour plein de trucs, et puis le bois c'est lourd, ça ne peut pas être loin. Et puis après, ce sera des cultures intensives, puis plus extensives, etc. Puis enfin, ce sera les pâtures, parce que les animaux, c'est très lourd, mais ça marche tout seul, donc ça fera le chemin comme ça. Donc il dit, et en gros, c'est vrai,
beaucoup d'historiens des périodes agraires, quoi, en gros, disent, oui, en gros, le territoire a tendance à s'organiser comme ça, sauf qu'il ne ressemble jamais à une plaine plate, donc il y a un fleuve qui va anamorphoser tout ça, parce que le fleuve, c'est le plus grand vecteur de transport à l'époque, parce s'il y a une autre ville, elle va jouer un caractère d'aimant, et puis s'il y a un relief et une topographie, évidemment que tout ça se distribuera en fonction des choses. Mais vous avez une sorte de gradient. Évidemment, au moment où von Thunel l'explique, ça explose complètement. Parce que la révolution industrielle produit ses effets, et la révolution industrielle, c'est quoi? C'est une révolution dans la densité des énergies mobilisées, et c'est une révolution dans les transports. Donc avec le train, vous n'avez plus du tout besoin, bien rapidement, de cultiver à côté, vous voyez, ce dont vous avez le plus besoin. Chaque région va se mettre à se spécialiser dans ses avantages comparatifs, vous voyez, et une sorte de globalisation va peu à peu se produire. La révolution industrielle, elle a produit, ou elle a accéléré un phénomène d'exode rural qui s'est engagé avant elle, avec toute une politique des enclosures, mais sur lequel je ne vais pas aborder ici. En gros, la révolution industrielle, c'est une énorme accélération dans un processus qui s'est engagé depuis le XVIIe siècle et qui voit la dépossession des paysans les plus pauvres et leur afflux vers les villes où ils vont pouvoir être employés par les manufactures qui ont besoin de main-d'œuvre à l'époque. Donc, en gros, ce qu'on appelle l'urbanisme, concept qui commence à affleurer au milieu du XIXe siècle et qui va véritablement être utilisé au début du XXe, au tout début du XXe, si vous regardez le contexte dans lequel ça apparaît, je veux dire Haussmann, Cerda, Olmsted, plus loin, le contexte. Alors, urbanisme ne signifie pas l'art de concevoir des villes. Urbanisme signifie l'art de gérer la croissance extraordinaire d'organismes métropolitains sous l'effet de la révolution industrielle et de l'exode rural. C'est ça, l'urbanisme, historiquement. Et du coup, si vous reprenez la très bonne distinction qu'a faite Françoise Choët dans son livre « L'urbanisme, utopie et réalité », elle distingue 3 grands courants dans l'histoire de l'urbanisme. Un qu'elle appelle le progressisme, un qu'elle appelle le culturalisme et un qu'elle appelle le naturalisme. Et ben moi, je les redéfinirais comme ça. Je dirais, le progressiste, c'est ceux qui disent cette extension des villes, elle est tellement formidable qu'il y a un changement de nature. Il y a un changement de nature. Il s'agit de comprendre quel est le programme de la ville latente qui s'annonce. Et en différenciant, même en ségrégant ces différentes fonctions pour le maximum d'efficacité sur le modèle de la machine. Ça, c'est les progressistes. La charte d'Athènes, d'une certaine manière, c'est l'illustration de ça, hein, ce qu'on voit, le plan voisin, ou des choses comme ça. Les culturalistes, c'est ceux qui disent « Ouais, ok, mais ces extensions, c'est les extensions d'une ville existante, ou d'une ville qui est pas loin, ou de villages même existants, qui avaient leur ADN, qui avaient leur grammaire et leur syntaxe. Donc ce qui doit guider les extensions, pour eux, c'est de décliner des syntaxes qui se trouvaient dans l'organisme, mère ou père, comme vous voudrez. Donc ça, c'est Camillocite, c'est tout, les trucs de ce genre. Et puis enfin, vous avez les naturalistes, où Françoise Choët, elle disait Frank Lloyd Wright, moi je ne mettrais pas du tout Frank Lloyd Wright là-dedans, je mettrais Olmsted. C'est ceux qui disent, ce qui doit inspirer les extensions urbaines, c'est les territoires sur lesquels cette extension se produit. C'est leur topographie, c'est leur hydrographie, c'est, vous voyez, la nature des sols, leur pédologie, toutes ces choses-là. Et par exemple, tous les systèmes des parcs d'Olmsted qui proposent comme des sortes d'épines dorsales sur lesquelles l'extension doit se produire, qui doivent la structurer, c'est une illustration parfaite de ce qu'on pourrait appeler le naturalisme. Et puis vous avez ceux qui poussent cette logique très loin et qui disent c'est tellement vrai ça qu'au fond le véritable sujet de l'urbanisme c'est pas la ville proprement dite, c'est la région dont elle tire, dont elle est le capteur central et dont elle tire toutes ses ressources. Et ça c'est les régionalistes. Avec Patrick Guedes, par exemple, cette magnifique Valley Section, comme ça, qui superpose une coupe sur la ville et sur toutes les activités qui font la ville, avec une coupe sur la vallée, sur le bassin versant dont elle est le collecteur en quelque sorte, vous voyez, le magnet, hein,
Et vous avez une correspondance terme à terme de toutes les activités repérées dans la ville et de toutes celles qui s'étagent sur la coupe dans la vallée, depuis les mines, en passant par la foresterie, par l'agriculture, par la viticulture, par etc., jusqu'à la pêche qui se trouve en bas. Et aujourd'hui, je dis ça parce que aujourd'hui, c'est une question qui peut renaître sous le nom de biorégionalisme, de se poser la question de savoir si on ne doit pas de nouveau trouver des structures, au fond, politiques et de gouvernance qui correspondent à des sortes de réalités géographiques, ou en tout cas de caractère géographique, et qu'on trouve une meilleure correspondance, au moins entre ces choses-là. Je ne m'étends pas sur l'histoire de l'agriculture et de l'agronomie, mais juste pour signaler évidemment ce moment absolument fondamental qui est toute cette politique des enclos, qui correspond en gros aussi, voire qui est peut-être un peu un effet aussi de la politique de la colonisation de territoires, en particulier dans le Nouveau Monde, comme on l'appelle, où une agriculture de subsistance va être totalement remplacée par une agriculture d'exploitation, une agriculture de marché, voyez, qui va aller vers la monoculture, qui va aller vers l'exploitation et l'esclavagisme, enfin un renouveau de l'esclavagisme quasi à hauteur de ce qu'il avait pu être dans l'Empire romain, etc. Donc vous avez cette espèce d'appropriation exclusive de l'énergie humaine et du territoire avec ses plantations, ou ses haciendas, et vous avez en Europe un équivalent moins brutal, certes, moins radical, avec la privatisation des communaux, avec l'appropriation, au fond, exclusive des terres agricoles par ceux qui en ont les moyens, les laboureurs par rapport aux manœuvres, qui vont devoir quitter les campagnes, voyez, et aller rejoindre les villes pour vendre tout ce qu'ils ont, la seule chose qu'ils ont, qui est leur main-d'œuvre, finalement. L'apparition du salariat, enfin, etc. Évidemment, le 19e siècle, ça a été le siècle de l'industrialisation de l'artisanat, surtout. D'accord ? Et le 20e siècle, ça a été l'industrialisation de tout le reste. De tout le reste, et en particulier de l'agriculture, qui est d'une certaine manière le dernier secteur à être radicalement industrialisé, et ça au lendemain des 2 guerres mondiales, en gros. Là, vous avez, c'est très marrant d'ailleurs de voir à quel point l'industrialisation de l'agriculture, ça a été le recyclage de l'industrie de guerre. Haber et Bosch, que vous voyez là, qui inventent avant la guerre un dispositif pour synthétiser l'azote de l'air et faire des engrais artificiels, mais c'est super trop cher, énergétiquement ça consiste à faire des éclairs, c'est beaucoup trop cher. Sauf que la guerre arrive et que c'est exactement le même procédé qui permet de faire des explosifs. Donc ça, on va le faire. On va faire des explosifs, et ensuite on va recycler toute cette industrie de l'explosif dans l'industrie qui produit des engrais artificiels. Je vous passe les pesticides viennent directement des gaz organochlorés, d'ailleurs développés par les mêmes chimistes allemands à l'origine, qui vont être testés dans les tranchées de la Première Guerre mondiale en 1917. Toute l'industrie de la conserverie pour alimenter le front va ensuite avoir une influence considérable sur la distribution et le routage de la nourriture. Les barbelés, certes, ils existaient avant aux États-Unis, mais l'industrie les produit à foison pour la guerre, et ça va devenir ensuite une composante essentielle de l'élevage. Bref, les tracteurs et les tanks, enfin, vous voyez, en gros, l'industrialisation de l'agriculture, ça a été en Occident, et plus tard ailleurs, une sorte de recyclage systématique d'une industrie de guerre. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, de plus en plus, on a adapté les pratiques agricoles, les champs, leur organisation, leur territoire, à ces nouveautés, à ces innovations qui permettaient de fantastiques économies d'échelle, grâce à la monoculture, grâce à des super machines, super puissantes, pour lesquelles les paysans se sont endettés à mort. Du coup, ils étaient liés aux pratiques qui étaient dictées par ces énormes machines. Bref. Ça a conduit, vous voyez, le secrétaire à l'agriculture de Nixon à dire cette fameuse phrase « Get big or get out ».
voyez, et avec les gros qui pourraient survivre, et on est toujours au fond dans cette logique-là aujourd'hui, avec les visions idylliques qu'ils avaient des fermes modèles, qui recyclaient d'ailleurs la merde des bestiaux élevés en high-rise à côté. Enfin, il y avait des tas de vertus écologiques comme évidentes. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui ont réfléchi autrement pendant toute cette période. Tous les gens qui sont à l'origine de l'agriculture organique ou de l'agriculture biologique ou de l'agriculture permanente, qui n'ont cessé d'expliquer que c'était un problème de cultiver les plantes et pas le sol. Que ce qu'il fallait cultiver comme le capital absolument fondamental, c'était le sol, qu'il fallait surtout pas le foutre en l'air, en le faisant produire n'importe comment et en le boostant tout le temps, et qui ont parlé aussi d'agriculture permanente, d'où vient, quelques décennies après, le syntagme permaculture, c'est-à-dire de systèmes, au fond, qui sont auto-reproducteurs et qui ne dépendent pas d'intrants et d'énergie comme l'agriculture, mais on n'a pas le temps. Juste quelques images comme ça pour évoquer cette idée que l'histoire des villes et l'histoire de l'urbanisation, elle a connu énormément de hauts et de bas, et qu'il y a des grandes périodes qui ont été des périodes de désurbanisation. Vous pouvez regarder, par exemple, des phénomènes comme celui de l'architecture romane, qui n'est pas le pire exemple d'architecture en Occident, comme un moment qui correspond à une désurbanisation volontaire même, c'est-à-dire qu'ils sont aux avant-postes comme ça de cette isolation dans des déserts, comme ils les nomment, où ils vont devenir des laboratoires non seulement de la culture, de la transmission de la culture, mais aussi des laboratoires d'agriculture également. Plus tard, pendant la révolution industrielle, vous avez un mec que j'adore, qui est un spécialiste d'horticulture, qui invente le concept de ruralisme, Liberty Hyde Bailey, en disant c'est super de faire de l'urbanisme, mais vous traitez le problème à l'arrivée. Il faudrait faire un ruralisme qui s'emploie à étoffer les paysages ruraux, à faire qu'on y ait une vie, qu'on s'y emmerde pas, par exemple, vous voyez, à les faire foisonner quelque part et que ça retienne leurs habitants. Voilà. Vous avez évidemment tout ce mouvement dans les années 60-70, Back to the Land, bien symbolisé par le Whole Earth Catalogue, qui avait cette devise que j'adore, qui renverse la première phase du manifeste du Parti communiste de Karl Marx, Workers of the world, barrez-vous. Les travailleurs de tous les pays, tirez-vous des organismes métropolitains, etc. Si vous êtes suffisamment nombreux à le faire, ils s'effondreront d'eux-mêmes. C'était un peu le rêve de l'affaire. Bon. Ou bien encore, comme plus récemment Wes Jackson, qui est le fondateur du Land Institute dans le Kansas, Land Institute qui développe des systèmes de polyculture pérennes avec des céréales, notamment des céréales vivaces, car ça existe. Donc vous avez un laboratoire qui essaye de faire des polycultures qui feraient tout autre chose que les monocultures qui ont été la cause des raisins de la colère, qui ont été la cause, vous voyez, de cette lessivage de tout le Midwest américain par ces cultures débiles menées au cours du XXe siècle. Et j'aime beaucoup le titre d'un de ses livres qui s'appelle « Becoming Native », devenir indigène. Alors vous me direz, ça c'est un oxymore, ou vous êtes indigène ou vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas le devenir. Eh bien oui, mais c'est peut-être justement le paradoxe dans lequel on se trouve. Il s'agirait peut-être de devenir indigène. Il dit, les universités ne font que essayer de faire circuler dans l'ascenseur social les étudiants. C'est upward mobility, voyez. Mais qu'est-ce qui se passerait si les universités, au lieu de faire ça, elles enseignaient aux gens à atterrir quelque part et à y devenir indigènes. C'est intéressant, devenir indigène. Bon, bref. Après, vous connaissez toute l'histoire des années 70, j'imagine que maintenant vous en êtes abreuvé. Les alarmes qui sont tirées par les scientifiques sur la survie de l'humanité sur cette planète à cause de toutes ces questions environnementales. Une référence extrêmement importante pour les tenants de la permaculture, c'est un biologiste et écologiste qui s'appelle Howard Odum, qui a publié plusieurs bouquins, dont un qui s'appelle Environnement, énergie et société,
et juste avant sa mort, au début des années 2000, A Prosperous Way Down, une descente prospère. Tout son sujet, c'est la descente énergétique. C'est de dire, vous voyez, dans des petits diagrammes que vous ne voyez pas du tout bien, je m'en excuse, mais en gros, il vous dit une société agraire qui ne bénéficie pas de l'apport des énergies fossiles, qui ne repose pas là-dessus, elle est forcément dispersée. Elle est forcément dispersée parce que l'énergie elle-même est éparse. Voyez. Donc, elle a tendance à s'organiser comme un archipel, vous voyez, de petites entités. Il y en a des plus grosses de temps en temps, mais bon, elle ressemble en gros au 18e, la France du XVIIIe siècle, si vous voulez. Une société qui fonctionne sur les énergies denses et fossiles, elle voit très naturellement les centres grossir énormément. Donc la question pour lui, qui s'intéressait lui au parcours de l'énergie dans tous les écosystèmes, vous voyez, c'était de dire qu'est-ce qui se passe si jamais ça se met à manquer, les énergies fossiles, si se met à en avoir moins. Alors il y a des tas de gens qui vont vous dire il va falloir se mettre tous ensemble parce qu'on ne pourra plus trop se déplacer. Lui il dit très probablement il va y avoir une réoccupation des territoires. Très probablement il y aura l'inverse de ce qui s'est produit pendant la révolution industrielle, c'est-à-dire qu'il y aura un exode urbain, si ça se produit. Après, c'est évidemment les limites de la croissance, où là, les chercheurs les plus sérieux du MIT et de la dynamique des systèmes expliquent qu'à leurs yeux, si le monde continue globalement à croître comme il est, on peut s'attendre à une crise de l'économie réelle physique mondiale à l'horizon du premier tiers à la moitié du XXIe siècle, c'est-à-dire là, en gros, demain. Et puis, c'est... Alors ça, je m'attarde juste un instant. Ça, c'est un jeune architecte, 25 ans à l'époque. Quand je lis le traité de permaculture, Permaculture One, qui a lancé dans les années 70 ce truc, il cite un architecte, Colin Moorcraft. Et moi, quand même, ça fait un moment que je tourne dans la tribu, là, j'avais jamais entendu ce nom. Et donc je me renseigne, et je me rends compte qu'il s'agit d'un mec qui, en 72, à 25 ans, est encore étudiant, en même temps que Rem, à l'Architectural Association à Londres. Mais lui, sa tasse de thé, ou plutôt son truc, c'est les questions environnementales, les questions biologiques, les questions tout ça. Donc ils ne sont pas exactement dans la même crèmerie à l'école. Et Colin Moorcraft, il publie un bouquin, par exemple, Est-ce que les océans vont survivre, qui sera traduit en français la même année, en 72. C'est un type qui est vraiment, il bosse à l'école, lui. Et puis, en même temps, il écrit dans les journaux comme Architectural Design, vous voyez, et il pilote tout un numéro qui s'appelle Designing for Survival. Et c'est un texte hyper intéressant, dans lequel, en 72, et c'est très tôt pour le faire, il fait un procès au couteau des conséquences d'exode rural, etc., de la révolution verte, vous voyez, en disant c'est dramatique ce qui est en train de se passer, comme perte de savoir, perte de culture, etc., et ça nourrit même pas tout à fait tout le monde. Mais surtout, il termine son texte par un truc qui s'appelle Beyond Industrial Technology, dans lequel il dit il faut qu'on aille au-delà de la technologie industrielle et qu'on invente des systèmes, qu'on développe des systèmes post-industriels, de technologie post-industrielle. Et il les définit. Il les définit à minima en disant des systèmes technologiques post-industriels, c'est-à-dire des dispositifs, ils devront avoir 3 vertus, au moins. Une, c'est d'être flexible, concevable, réparable, adaptable par leurs propres usagers. Avec de l'aide éventuellement, mais vous voyez, avec un garage. Ouais. Mais en gros, ils doivent être adaptables et même concevables, et même, etc. La deuxième chose, ils doivent être flexibles, autrement dit. Pas des boîtes noires. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, ils doivent être des systèmes qui recyclent au maximum leur propre énergie, quoi. Ils doivent limiter les externalités et limiter les intrants et être économes dans ce sens-là. Donc c'est le recyclage, etc. Mais le premier principe, dit-il, c'est qu'ils doivent être coopératifs. Et il définit le truc comme ça en disant c'est des systèmes dans lesquels chaque élément remplit plusieurs fonctions et où chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Parce que ça, c'est le garant de leur résilience, vous voyez. C'est le garant de la substitution d'un truc si jamais un autre commence à faire défaut, etc. Bref, le modèle, vous voyez bien, c'est un fonctionnalisme. Il faut que ça fonctionne, et c'est un fonctionnalisme. Sauf que c'est un fonctionnalisme totalement différent du fonctionnalisme canal historique des modernes,
qui ont pris modèle sur la machine, où tout est distinct et super efficace, et où là, au contraire, tout est intriqué. Ils prennent modèle sur, des biologistes diraient, l'écosystème, en gros. D'accord ? Donc vous voyez, c'est un alter-fonctionnalisme qui apparaît ici, et ça me paraît extrêmement utile pour l'architecture aussi. Après, vous avez tous ces mecs qui, les années 70, tous ces mecs, ces femmes, qui rentrent dans les radical technology ou appropriate technology ou tout ça. C'est-à-dire qu'ils font exactement ça, c'est-à-dire l'idée c'est de défendre des systèmes techniques adaptables par leurs usagers, par tout ça. Small is beautiful, ne nous perdons pas dans les économies d'échelle, faisons les choses adaptées aussi. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font exactement la même chose, aujourd'hui, que je considère comme un des laboratoires les plus intelligents qui existent en France en ce moment, qui est l'Atelier Paysan, avec leur livre formidable qu'ils ont publié il y a 2 ans, Reprendre la terre aux machines. Vous savez, l'Atelier Paysan, c'est un endroit, c'est dans l'Isère ou dans plusieurs endroits maintenant, où ils forment des jeunes paysans, ou d'ailleurs pas forcément tous jeunes, ou des gens qui vont s'installer comme paysans, à fabriquer leurs propres machines. Vous voyez, avec des meuleuses, avec des soudeuses, avec évidemment tout ça, mais aussi avec d'ailleurs un de nos anciens étudiants de Marne, à faire leurs propres bâtiments agricoles. Vous voyez, à les concevoir eux-mêmes. Avec Marne, on essaye maintenant de faire des liens avec l'atelier paysan pour que les étudiants travaillent avec eux sur ces chantiers ici et là. Ok. Voilà, donc c'est dans ce contexte que la permaculture apparaît. La permaculture, c'est dans le domaine de l'horticulture, agriculture et gestion locale, très exactement l'application du programme de Colin Moorcraft et donc d'un alter-fonctionnalisme basé sur la résilience. J'ai pris beaucoup de temps déjà, non ? Faut que je fonce là Et tu veux quoi, 10 minutes ? Ok. Donc juste là, un des derniers panneaux, après je passerai les autres, je m'en fous. Mais celui-là, je ne peux pas. David Holmgren, c'est celui qui, avec quelqu'un qui avait 30 ans de plus que lui, c'est un Australien, qui était étudiant entre l'architecture de paysage, l'agriculture et l'écologie. Il s'intéresse à ça. Il est né en 54, il commence à étudier au début des années 70, et comme mémoire de licence, il fait un texte qui va devenir Permaculture One. C'est-à-dire une espèce de description basée sur des expériences qu'il fait sur le moment même, là-bas, en Tasmanie, sur une gestion selon ces 3 principes, si vous voulez, que je nommais de Moorcraft là-bas. En 2008, beaucoup plus tard, il publie un petit bouquin qui s'appelle Future Scenarios, dans lequel, en gros, il dit on est confronté aujourd'hui à 2 problèmes en même temps. Le premier problème qu'on a, il est symbolisé par cette flèche qui est là et qu'il appelle changement climatique, global warming. On est en 2008, il l'appelle comme ça. Mais et ce changement climatique, il peut être lent, doux, tranquille ou sévère. Il dit on ne sait pas trop où on est là à ce moment-là. En gros, vous pouvez ajouter l'effondrement de la biodiversité ici, les questions des sols, de l'eau, tout ça, c'est ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce vecteur-là, c'est celui de la dégradation des conditions de la vie sur notre planète. D'accord ? C'est ça que ça mesure, ce gradient-là. Donc dégradation faible ou dégradation rapide. Et il dit, en même temps, il y a un autre problème. Il y a un autre problème qui est justement, qu'il appelle oil decline. Voyez, mais vous pouvez ajouter les autres énergies fossiles, vous pouvez ajouter les métaux et les terres rares, vous pouvez ajouter le cuivre, vous pouvez ajouter plein de choses absolument fondamentales à l'industrie aujourd'hui. Et donc, il dit, si vous croisez ces 2 trucs, de faible à fort, chacun, alors vous obtenez 4 cadrans qui sont 4 scénarios très différents. Écoutez ça. Il dit, premier scénario, vous avez encore plein sous le coude. Vous avez de l'énergie à foison, des métaux, des terres rares, etc. Vous pouvez fabriquer des batteries du tonnerre de Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en gros. Voyez. Mais par contre, vous avez un changement climatique et une détérioration des problèmes environnementaux hyper graves.
alors vous pouvez vous attendre à un récit, un scénario qu'il appelle Brown Tech, au sens de fasciste. C'est-à-dire, il y a de la puissance, donc elle peut être monopolisée, par exemple, pour construire des digues d'enfer pour résister à la montée des eaux littorales sous l'effet du changement climatique. Elle peut, vous voyez, il y a des muscles encore grâce à tout ça, et donc, vous inquiétez pas qu'il y en a qui vont les monopoliser, ils vont sortir petit à petit des trucs. En gros, c'est Chine 3.0, quoi, vous voyez, comme système. Hein. Terminé enfin, on va pas prendre d'autres exemples, mais en gros, c'est le modèle de la concentration. Vous voyez, et puis vous y allez dans la fuite en avant technique. Alors là, vous allez éventuellement sur Mars avec Elon Musk, si jamais ça suffit pas. Vous voyez, tout ça. Vous construisez des hyperloops. Elon Musk, il est à fond là-dedans. C'est le héros de ça, d'une certaine manière. Autre situation, qui est la meilleure sur le papier, vous en avez encore beaucoup de puissance potentielle, et puis en plus, vous avez un truc où ça va encore. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. Bon. Et donc là, vous vous dites, je vais me préparer, on va se préparer au moment où ça va commencer à plus aller. On va, grâce aux terres rares, aux métaux rares, on va se construire toute une industrie de l'éolienne, on va en foutre partout, on va mettre des panneaux solaires de moins en moins chers, de plus en plus efficaces absolument partout. On est dans le green tech, en gros. Et on se dit, comme ça, on utilise les ressources qu'on a encore pour nous préparer au moment où elles vont plus être là, puis on rêve d'une sorte de steady state, un peu comme John Stuart Mill autrefois. Bon, tiens. Ok, ça c'est un peu, disons, le rêve dans lequel beaucoup de gens essayent de nous croire qu'on peut encore être. On y est peut-être en partie, vous voyez, mais voilà. Ensuite, vous avez ce troisième scénario, qui est l'inverse du premier. Là, vous avez encore, c'est encore à peu près cool, pas trop grave, disons, mais par contre, plus d'énergie, plus de métaux, enfin, il y en a moins, quoi. Il y en a beaucoup moins. Et bien là, c'est exactement le scénario inverse de celui qui a produit la première révolution industrielle, donc vous pouvez vous attendre à l'effet inverse, dispersion. Alors, c'est le scénario idéal des permaculteurs militants, qui disent qu'il faut se barrer des villes, il faut se préparer à cette descente énergétique dont parlait Odum, il faut commencer à savoir vivre comme ça. Et en gros, la permaculture, c'est à ça, ou l'agroécologie forte, c'est à peu près ça que ça. Il faut réorganiser la société localement, ou des choses comme ça. Pas seulement, hein, mais il faut le faire, ça, absolument. Et puis enfin, vous avez le dernier scénario qui est le pire sur le papier, en gros, ou alors là, vous conjuguez une dégradation rapide des conditions de la vie sur la planète, et en plus, vous avez plus de moyens. Et alors là, ça, c'est les survivalistes, en gros. Là, c'est ceux, vous voyez, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement. Alors, en même temps, vous n'avez pas de guerre mondiale dans ce truc-là, parce que vous ne faites pas de guerre mondiale avec des éoliennes. Ou des petites, vous voyez, il ne faut pas de guerre mondiale. Non, ça, il faut de l'énergie, mais moi, c'est quand même un peu Mad Max, c'est quand même un peu Mad Max, ouais. C'est-à-dire tribalisation, conflits locaux, une petite sorte de féodalisme, je ne sais pas, qui est là. Ok. La thèse d'Holmgren, c'est de dire tous ces scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils peuvent se côtoyer, parce que les régions du monde ne sont pas dans la même situation. L'Australie, qui est pleine de charbon et qui se prend les conséquences du changement climatique pleine poire, elle est bien partie pour le brown tech. D'ailleurs, on a vu la façon dont ils géraient la pandémie, ça a commencé à devenir assez brown là-bas. Et donc, et puis, par contre, la Nouvelle-Zélande, c'est dans une autre situation, vous voyez. Mais même, elles peuvent être emboîtées comme des poupées russes dans les mêmes sociétés, parce que certains pensent qu'on va là, et d'autres pensent qu'on va ailleurs, vous voyez. Donc, et aujourd'hui, finalement, ils sont tous en train de se produire, vous voyez, en même temps. Ok. Donc, d'une certaine manière, je passe sur tout ça. C'est pourtant l'essentiel, parce qu'on n'a pas le temps, mais comme ça, vous lirez le bouquin. C'est-à-dire tout ce qu'on peut tirer comme leçon de design de la permaculture. Je fais un pitch. Et puis j'en viens à ça, c'est-à-dire à la petite réflexion prospective. En gros, on a proposé ça comme une boussole. Vous savez, on entend souvent parler d'agriculture urbaine.
Oh bah, comme ça c'est formidable, c'est un syntagme qui met les deux trucs ensemble, on en a plein. Mais en même temps, sous le nom d'agriculture urbaine ou de trucs ou de réflexion environnementale sur les meilleurs rapports entre agriculture et architecture, vous entendez en fait des discours souvent très différents. Très différents. Et nous, on a essayé d'en proposer une sorte de boussole, de repérer 4 points cardinaux, vous voyez, qui représentent des discours très différents, mais qui sont tous des discours qui veulent résoudre la question, quoi, participer à la résolution des grandes questions environnementales. Le premier discours, je l'appelle l'incorporation. Incorporation au double sens de les villes deviennent de plus en plus denses, vous voyez, et elles incorporent, elles deviennent des tours de contrôle de l'agriculture, partout, en gros. Donc c'est incorporation aussi au sens capitalistique. C'est plus l'agriculture, c'est plus du tout une affaire de paysans, hein. C'est plus du tout une affaire de famille, c'est une affaire de corporation. D'accord ? C'est des experts qui contrôlent l'agriculture elle-même, qui contrôlent même les espaces protégés, des savants, des scientifiques, etc. Les villes sont hyper denses et on y fait des buildings that grow food dedans, vous voyez. On y fait des peak cities, de l'élevage en machin, ça réduit les trucs. C'est l'idée que la concentration est la solution. Alors on a des centrales nucléaires, évidemment, parce que tout ça, là, il faut ça. Une autre idée, un peu différente, on l'appelle la négociation. C'est ceux qui disent, au fond, oui, les villes vont continuer de s'étendre, mais elles vont s'hybrider avec les pratiques agricoles, sylvicoles, horticoles. On va faire une ville horizontale, un peu comme la Broadacre de Frank Lloyd Wright, vous voyez, où ville et campagne, agriculture et architecture vont former une espèce d'urbanisme agricole, on pourrait dire, plutôt qu'agriculture urbaine, vous voyez. Ok, et puis après vous avez le discours de ceux qui disent, ouais, on va pénétrer dans les villes existantes. Des initiatives d'agriculture, d'horticulture, les toitures, les talus des routes et des autoroutes, les terrains vagues, etc., vont être les lieux d'une sorte de réinvestissement agricole. Et puis en plus, les citadins vont s'abonner à des territoires d'arrière-pays à travers des AMAP, etc., des réseaux courts, etc. Donc ça, c'est la technique de l'infiltration, qui n'est généralement pas d'ailleurs totalement planifiée. Ça vient de tas de gens, c'est un peu comme ça, quoi. Mais ça peut prendre des proportions massives. Par exemple, à la Havane, quand cessent en 89 les importations soviétiques, etc., où il n'y a plus rien, d'un seul coup, toute la ville devient permaculturelle. La Havane, et puis Cuba en général. Ils se mettent à cultiver absolument partout avec des nouvelles méthodes. Ou bien Detroit aux États-Unis, effondrement de l'industrie automobile, état déplorable, des tas de gens qui se remettent à cultiver n'importe quelle parcelle et à fabriquer quelque chose d'autre. Et puis enfin, un dernier pôle qui est l'opposé du premier, qu'on a appelé, d'un mot un peu fort, la sécession. La sécession, c'est ceux qui considèrent que l'urgence est de sortir de l'orbite des métropoles, même quand ils sont situés dans cette orbite physique éventuellement, et de se réorganiser localement pour subsister de façon plus autonome, voyez, et ainsi devenir plus résilient face à des chocs liés à la descente énergétique, face à toutes sortes de tensions amenées par les questions environnementales. Énormément de gens qui sont assez profondément dans la permaculture, dans l'agroécologie, dans des choses comme ça, sont dans ce scénario-là. C'est-à-dire à se dire, quoi qu'il se passe, il faut trouver à s'organiser de façon plus locale pour satisfaire de façon plus locale à des besoins fondamentaux, en gros. Et donc, ils sont dans cette espèce de récit assez différent des autres. Comme Holmgren, je dirais, ces quatre orientations, même si c'est une boussole, elles ne sont pas exclusives les unes des autres. D'une certaine manière, elles sont toutes en train de se produire aujourd'hui. Vous avez des gens qui font de l'agritecture maintenant, qui font des espèces d'usines à production métabolique dans les villes. Il y a des architectes qui se font les champions de cette approche éco-moderne,
comme ils disent. Vous avez les tenants de la ville horizontale, à l'EPFL, il y en a, qui développent cette espèce d'idée que maintenant la ville doit s'hybrider, devenir autre chose, que voilà, la rédemption viendra peut-être de là, de cette hybridation. Vous avez évidemment tout le mouvement de l'agriculture urbaine, de l'infiltration qui se produit partout, et vous avez des tas de gens, en tout cas pas mal quand même, qui font le pari de se dire que finalement les principes de la permaculture ou de l'agroécologie pourraient tenir lieu d'urbanisme. C'est-à-dire, voilà, comment disait Guedes, d'une sorte de géographie appliquée à rendre la Terre mieux habitable, localement. Je vous laisse avec cette question qui me passionne, qui est qu'est-ce qu'un monde ? Je pense qu'il faut qu'on se repose la question du mundus aujourd'hui, dans le contexte des préoccupations environnementales. Et moi, j'ai trouvé une réponse provisoire à cette question, mais je vous la livre telle qu'elle. Je dirais que c'est un territoire, une région, un pays, où on pourrait imaginer de projeter l'intégralité de son existence. Bon courage.